Bon, pour tout le soulagement de dimanche soir, il est donc parfaitement clair à tous qu'aucune des données fondamentales de la situation stratégique n'a été modifiée. À savoir, premièrement, l'interminable agonie de la social-démocratie. Deuxièmement, la montée en fait peu résistible du fascisme français. La deuxième dérivant très largement de la première en l'absence de perspectives alternatives. Voilà le cadre d'hypothèse dans lequel je suggère de réfléchir, et voilà les problèmes qui doivent nous occuper. Premièrement, la social-démocratie est morte, car se définissant elle-même comme la négociation de compromis avec le capital, elle meurt logiquement au moment où le capital s'est radicalisé, en ayant gagné les moyens structurels de ne plus passer aucun compromis. Moyens structurels récapitulés sous l'appellation mondialisation néolibérale. Le capital radicalisé a fermé l'espace du compromis. Cet espace ne se rouvrira plus. C'est bien pourquoi, passé quelques commencements euphoriques, toute expérience nominalement social-démocrate est vouée par pure et simple impossibilité à finir happée à nouveau par l'attracteur néolibéral. Telle est la première hypothèse. En tout cas, la dégénérescence historique de la social-démocratie se reconnaît typiquement à ce que ses succès électoraux ne cessent d'approfondir son impasse politique. Toutes les tentatives de rechappage par quelques têtes de gondole médiatiquement consacrées, c'est-à-dire garanties inoffensives, jadis Taubira, aujourd'hui Tondelier, Ruffin ou Glucksmann, toutes ces tentatives sont vouées à la reconduction du même, c'est-à-dire à l'enlisement, la dérive, la désillusion et pour finir la démoralisation. Au reste, le machin sorti des urnes est d'une prometteuse instabilité et, j'en ai peur, l'espérance de vie d'un gouvernement Front populaire des plus réduites. Je le dis en passant, là on a vraiment une chambre introuvable. Et mon hypothèse est que, comme en 1958 avec Debré, Macron a mis ou mettra bientôt au travail un comité constitutionnel à sa main qui, au moment où le blocage sera consommé ou bien provoqué, sortira comme lapin du chapeau un projet tout armé de nouvelle constitution, avec mise au référendum et présidentielle New Look dans la foulée. En attendant, la social-démocratie zombie, qui n'en finit pas de hoqueter son trépas, est le principal obstacle à toute remise en route de l'histoire. Fort logiquement, cette interminable agonie est soutenue à bout de bras par toutes les institutions de la démocratie bourgeoise qui interdisent toute opposition au-delà de la social-démocratie, précisément. En témoigne le sort qui a été fait à l'AFI, comme unique force du paysage institutionnel, non pas de renversement, mais de perturbation de l'ordre bourgeois. Aussi, faute de pouvoir dire tout de go, l'AFI doit être détruite parce que sa menace sur nos intérêts nous est insupportable, ou bien parce qu'elle a l'audace de se montrer solidaire des populations musulmanes, la bourgeoisie en tous ses organes s'est mise à dire « l'AFI est d'un ignoble antisémitisme ». Et en effet, c'est autrement présentable. Ici, il faut faire un pas de recul pour bien prendre la mesure de ce qui s'est passé depuis plusieurs mois et qui est, je crois, sans précédent depuis au moins 1945. Il s'est passé une campagne, non pas les campagnes électorales, celles des européennes ou des législatives, mais une campagne au sens d'une entreprise concertée d'intoxication menée à l'échelle du pays entier en vue de démolir la première formation politique d'opposition, ni plus ni moins. Entreprise concertée, disais-je, mais qui, comme toujours, n'est jamais si efficace que d'avoir enrôlé avec succès tout un contingent de non-concertés, pharisiens et grande conscience, éditorialistes à hauteur de vue, tous confrères de Florent Pagny à qui on n'enlèvera pas leur liberté de penser. Le Monde, Libération, Radio France, France Télé et jusqu'à Mediapart et Regard, tous ont balancé dans le feu leur bidon d'huile. Gros ou petits, selon leur degré d'hypocrisie, tous ont construit cette figure de l'AFI comme la radicalité et de Mélenchon comme le boulet, le danger. Mais danger pour quoi? Danger pour qui? La vraie réponse ne pouvait pas être donnée. Il faut tirer les conclusions de l'événement qu'a été cette campagne inédite. Le système des médias capitalistes et étatiques, qui constitue toute opposition réelle en ennemi, est notre ennemi. Nous devons poser symboliquement et politiquement l'objectif de le détruire comme pleinement légitime, en préparation d'une réelle alternance qui viendra le détruire institutionnel pour de bon. Ces gens-là,
qui se présentent comme le cœur battant de la démocratie, sont les fourriers désormais avérés du fascisme. Il faut les désigner et les combattre comme tels. Je dis tout ceci pour souligner la nature de la situation qui est la nôtre et qui appelle ces dispositions spécifiques, situation de conflit de classe, en voie d'atteindre un très haut degré de pureté, en dépit de tous les recouvrements qui le rendent méconnaissable, à commencer bien sûr par le recouvrement fasciste. C'est la deuxième donnée de la situation stratégique. Il est bien clair que le revers du RN est tout à fait transitoire. Rien dans la dynamique de ces forces profondes n'a été entamé. Le prochain coup pourrait bien être le bon. Par conséquent, nous avons d'ores et déjà à nous placer dans la disposition qu'appellera cette configuration du pouvoir. Nous l'avons d'autant plus que dans cette disposition viennent s'aligner ce que nous aurons à faire face à un pouvoir fasciste, ce que nous avons à faire dès maintenant pour tenter d'éviter un pouvoir fasciste, enfin ce qu'il y a lieu de faire de toute façon dans une perspective révolutionnaire. La question clé dans l'identification de cette disposition est la suivante. Où est la puissance ? Où est notre puissance ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de se livrer à l'expérience de penser, le RN est là. Par hypothèse, je situe mon exercice dans ce cadre-là, n'est-ce pas? Le RN est là, qui peut faire quoi? Réponse, presque plus personne ne peut presque plus rien. Nous sommes tous écrasés, la férocité de la répression est totale, les coûts de l'action militante faramineux, et en fait, pour beaucoup d'entre nous, prohibitifs. Sous pouvoir fasciste, aucune lutte sectorielle n'a plus aucune chance. Je veux dire encore moins que ça n'est le cas là actuellement. Les cultureux pourront protester de ce qu'on fera à la culture, ils finiront écrabouillés, ou purement et simplement ignorés dans leur coin. Qui a quelque chose à foutre d'une grève dans la culture? Certainement pas un État fasciste. Les universitaires dont on massacrera l'université, pareil, etc., etc., et même les profs, et jusqu'aux soignants. Tous ces secteurs peuvent faire grève, ils crèveront dans l'isolement. Mais il y a un endroit depuis lequel on peut faire mal à ce que j'ai appelé d'un mot valise l'Étapital. L'Étapital, c'est le produit de fusion monstrueux de l'État et du capital, typique du capitalisme néolibéral en situation de crise organique. Cet endroit unique d'où il reste quelque chance de défier l'Étapital, c'est l'activité économique elle-même et singulièrement le pouvoir logistique, le pouvoir sur les flux, transport, énergie, information, dont la mise en panne embolise toute l'économie. Notre fer de lance, c'est la classe ouvrière qui opère ce pouvoir logistique et détient concrètement les moyens de le faire dérailler. Et plus largement, celle qui a le pouvoir de mettre l'économie à l'arrêt. Là est notre puissance, et c'est cette puissance que nous devons cultiver, en entretenant le fer de lance, c'est-à-dire en nous rangeant derrière cette classe ouvrière, c'est-à-dire encore en ne la laissant jamais seule, en nous portant aussitôt à son renfort. En tout cas, tous les secteurs, artistes, chercheurs, etc., n'arriveront à rien tant qu'ils ne quitteront pas des yeux leur nombril sectoriel et tant qu'ils ne rejoindront pas la puissance qui peut sauver tous. La grève logistique, comme embrayeur de la grève générale, elle-même embrayeur de toutes les prises de rue et de toutes les prises de lieux. Comme l'ont montré les retraites l'an dernier, la seule chose qui ramène vraiment le pays à gauche, ce ne sont pas les élections, c'est le mouvement social réel. Nos meilleures chances... Nos meilleures chances sont donc dans la lutte générale, et c'est cela qu'il faut préparer. Comment? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais comment on est sûr de ne pas y arriver? Ça, je le sais. D'abord en laissant l'affaire dans les mains des directions syndicales, qui ont montré en 2023 quelles occasions historiques elles étaient capables de foirer. Et qui de toute façon sont des éléments du système institutionnel d'ensemble que rien ne les dispose à affronter décisivement. Ensuite, en restant collé aux fausses promesses du jeu institutionnel électoral, dont il n'y a au mieux que des choses très limitées à attendre, et dans tous les autres cas, rien du tout. Ce qui, pour autant, et sauf pensée gravement antidialectique, n'interdit en rien de travailler aux articulations de l'électoral et du non-électoral, et même d'avoir une pratique non électoraliste de l'électoral, c'est-à-dire une pratique de l'électoral qui ne verse en rien ni dans les adhésions, ni dans les illusions de l'électoralisme, mais qui se rend sensible aux conditions et aux situations qui peuvent sortir d'un scrutin. Et qui niera que celles qui sont sorties dimanche nous sont moins défavorables qu'une majorité RN? À l'issue de ce dimanche, en tout cas, et je vais conclure là-dessus, l'avenir est particulièrement opaque s'il est toujours dominé par la perspective fasciste. À plus forte raison de ce que se profilent les grandes coalitions du centre.
Lorsqu'on a vu quelques jours avant le deuxième tour à La République, Boucheron et Rosanvallon, et Plenel avant eux, en tribun de comice agricole, haranguant une foule couverte de mains SOS Racisme, expérience qui mêle les registres normalement distincts du cinéma d'horreur et du fantastique, on sait quelle direction certains veulent faire prendre aux choses. La direction de l'impasse historique social-démocrate. Il faut être professeur au Collège de France pour ne pas savoir ce que d'élémentaires effets d'apprentissage enseignent depuis 3 décennies. Que la social-démocratie, à défaut de l'être subjectivement, bien sûr, devient objectivement facteur de fascisation quand ses conditions d'exercice ont disparu. Et de même que le refus de l'affrontement, le parti de l'apaisement ou le gouvernement de la tendresse sont voués à finir objectivement en collaborateurs du seul apaisement que connaisse l'ordre bourgeois, l'apaisement bourgeois. Alors qu'on ne compte pas sur nous pour remettre 50 centimes dans ce bastringue. Je ne sais pas si la dialectique peut casser des briques, mais aider à fracasser ce machin, elle doit sûrement le pouvoir, parce que comme dirait l'autre imbécile, c'est notre projet. Bravo! Bravo!